Bonjour et bienvenue à tous pour cette conférence intitulée Communication digitale. Comment les nouveaux outils numériques rapprochent-ils les élus et les citoyens? Cette conférence est organisée par la société Lumiplan et durera 45 minutes. Donc vous avez tous sans doute constaté à l'échelle de vos communes qu'au fil des différents scrutins, y compris des scrutins locaux, il y a un désintérêt de plus en plus grand pour la chose publique, y compris pour l'action municipale. On remarque qu'il y a une distance qui se crée entre les habitants et la collectivité. Et donc, l'objectif de cette conférence, c'est de réfléchir ensemble et d'avoir l'éclairage de nos invités sur ce questionnement. Comment recréer du lien avec les citoyens? Comment réussir à les toucher avec davantage d'efficacité pour recréer du lien et de la proximité avec les citoyens? Donc, nos invités vont nous apporter leur éclairage et leur expérience, chacun dans leur domaine. Donc, nous avons, pour nous éclairer sur ce sujet, Christopher Domba, qui est maire adjoint à la ville de Melun et qui est en charge de la modernisation de l'action publique, du développement des initiatives et de la participation citoyenne, de la promotion numérique et du développement des outils numériques à la ville de Melun. Donc, une large palette de compétences qui nous permettra de voir les différentes solutions qui sont apportées à cette question par la ville de Melun. Ensuite, Marie Martineau nous apportera son expérience d'élue d'une ville de plus petite taille, puisqu'elle est élue à M-la-Plagne, maire adjointe en tant que responsable de la communication et du sport. Le sport, une discipline qui lui est chère, puisqu'elle a été par ailleurs double médaillée olympique en ski acrobatique. Donc elle possède une expérience de sportive de haut niveau. Et nul doute que l'efficacité et la performance fait partie de ses objectifs. Ensuite, nous aurons l'éclairage d'Yves Charmont, qui est délégué général du réseau Capcom. Alors le réseau Capcom, qu'est-ce que c'est? C'est le réseau des professionnels de la communication publique qui regroupe l'ensemble des communicants publics, et il nous apportera son expérience, et notamment à travers une étude qui a été réalisée sur la communication des petites communes de France. Enfin, Sylvaine Laubry nous apportera son expérience en tant que chargée de mission ville intelligente à la ville de Nîmes. La ville intelligente, ville connectée, Smart City, autant d'appellations qui regroupent de toute façon, à travers ces expressions, la volonté d'apporter de nouveaux services grâce aux outils numériques. Et puis enfin, Arnaud Chevalier, qui est directeur marketing et expérience client chez Lumiplan, et qui pourra nous apporter un éclairage sur ces outils numériques à disposition des collectivités locales pour renforcer le lien avec les habitants. Alors, commençons tout de suite avec vous, Christopher Domba. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, à l'échelle de la ville de Melun, vous mesurez cette distance qui se crée avec les habitants? Est-ce que vous avez ressenti, vous aussi, ce besoin de renforcer la proximité avec les habitants? Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Oui. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a du monde, donc c'est très bien. La communication digitale aujourd'hui est vraiment extrêmement importante, puisque on voit que, comme vous le disiez, il y a cette distance aujourd'hui entre les habitants et les élus. Nous avons des habitants qui peuvent avoir le sentiment de ne pas être, de ne pas être intéressés par la vie publique, en se disant de toute façon les élections c'est tous les 6 ans et puis c'est pas pour moi. Et nous en avons d'autres qui sont peut-être déçus, qui ont l'impression de ne pas être pris en compte sur la vie municipale. Et donc nous avons par exemple, nous avons vu que les groupes Facebook par exemple se sont développés. Et une chose qui m'a vraiment surprise, c'était de voir que lorsque un habitant avait une question, par exemple, il voulait savoir à quelle heure fermer la piscine, au lieu d'aller sur le site internet de la ville
pour avoir l'information, il va aller poser la question à une personne dans un groupe Facebook sans vérifier l'information. Mais il y avait cette espèce de distance en se disant un autre habitant va forcément mieux m'informer que l'information, on va dire, officielle de la ville. Et donc, il a été extrêmement important de développer ces moyens de communication. Dans un second temps, on pourra indiquer tout ce qui a été mis en place. Mais oui, il a été extrêmement important de créer ces moyens de communication pour recréer ce lien, associer les habitants, comme vous l'avez dit, j'ai la casquette du développement des initiatives et de la participation citoyenne. Donc associer les habitants sur des projets, les informer, les consulter. Et c'est comme cela qu'on a réussi à ramener un maximum d'habitants à la vie municipale, déjà en termes d'élections, sur les différentes instances qu'on peut avoir, comme les comités de quartier ou autres, mais surtout qu'ils puissent s'approprier l'application mobile, différents outils que nous avons mis en place pour justement recréer ce lien et échanger en direct avec les habitants sans filtre, parce que c'était aussi une autre problématique que les habitants pouvaient avoir, c'était le côté filtre qu'il peut y avoir lorsqu'on doit envoyer une demande ou autre. Communiquer en direct, c'est exactement ce que les habitants cherchaient. Alors, Marie Martineau, vous êtes élue d'une commune de plus petite dimension. Est-ce que vous retrouvez aussi cette problématique dans une commune de petite taille, mais qui, il faut le dire, représente la grande majorité des 36 000 communes de France? Est-ce que ce besoin de rapprochement entre les élus et les habitants se fait sentir? Est-ce qu'il y a un besoin de réactivité dans la réponse attendue par les habitants? Comment ça se passe à l'échelle de votre commune? Alors, bonjour à tous et à toutes. Effectivement, on n'est pas sur les mêmes problématiques parce que dans un petit village, on se croise beaucoup plus facilement, on se connaît. On sait que voilà, tu es le fils d'un tel ou la fille d'un tel. Et donc la communication est peut-être plus simple. Pour autant, on a les mêmes problématiques de vision erronée ou de choses qui sont dites mais qui sont fausses. Et puis, je pense que moi, j'ai récupéré un ministère de la communication qui était très bien, mais qui était un peu à l'ancienne, avec un magazine par trimestre, avec une attachée à la com qui passait énormément de temps dans son bureau pour monter ce truc-là et qui partait par la poste, qui arrivait dans les boîtes aux lettres, donc des infos froides. Parce que quand on est 3 mois après ce qui s'est fait au début du trimestre, c'est trop tard, ça y est. L'info, elle est déjà passée, pas bien ou un peu erronée, donc voilà. Et donc, effectivement, on s'est dit... enfin, moi, j'ai l'impression d'être moi-même une administrée, en fait, finalement. Et comment je fonctionne au jour le jour? Avec mon smartphone, comme vous tous. Et les jeunes, surtout, aussi. Et du coup, c'était quand même... Ça faisait sens, en tout cas, d'aller approcher cette façon-là de communiquer et d'exister dans la poche des gens, tout simplement, de manière assez efficace et plus rapide, et avec des infos plus chaudes. Et alors, en partant juste de l'idée de transformer ce magazine papier en quelque chose de numérique, on a découvert que grâce à l'application, on pouvait aller bien plus loin et qu'il y avait bien plus d'intérêt que ça pour les administrés comme pour nous, d'avoir ce lien grâce à cette appli. Alors, si tu veux, je continue parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, mais sinon, je passe la parole à mes collègues. On y reviendra, on approfondira l'expérience de M. Laplagne sur ce sujet tout à l'heure, effectivement. Alors, Yves Charmont... j'ai l'impression de couper la parole, c'était très intéressant ce que vous disiez. Oui. Moi, j'étais en train de me dire, tiens, il y a des sujets là. Ce qui est marrant, c'est que vous parlez de choses qu'on va voir ensemble sur l'étude Petit Pousset, justement. Voilà, je vous laisse la parole, Yves, pour nous présenter l'étude que vous avez réalisée sur l'ensemble des petites communes de France pour voir où elles en étaient du point de vue de la communication. Oui, on va faire vite, comme ça, je laisse la parole aussi. Il y a deux choses intéressantes qui vont venir. Je vais vous dire un mot déjà d'où je parle, parce que donc, Capcom, c'est le réseau national de la communication publique et territoriale. Je vous ai fait ce petit dessin, comme ça vous voyez en gros à quoi ça correspond, mais autour de cet organisme, nous avons en fait des activités d'accompagnement professionnel, donc ce que nous faisons par exemple aujourd'hui aussi à travers un forum, à travers des formations. Nous avons une formation, nous avons aussi une dimension reconnaissance du métier avec des partenariats, dont l'UMIPLAN, je tiens à le dire,
Lumiplan est partenaire de Capcom et on vous remercie d'être venu nous voir alors qu'on était en pleine pandémie. Et puis enfin, la mise en réseau, l'échange d'informations à travers beaucoup de choses, y compris une infolettre. Je dis infolettre, c'est pour pas dire un newsletter, c'est pour essayer de parler français. Donc infolettre, qui s'appelle Point commun, qui est gratuite tous les 15 jours et qui traite de ce dont vous venez de parler, madame, la communication justement. Alors voilà, je vais passer à la diapo suivante. Voilà, Point commun. Je viens de vous en parler, le forum annuel qui va se dérouler à Rennes. Alors on va être en plein territoire breton avec des collectivités de grande et de petite taille et ça sera début décembre. Voilà, l'étude dont je vais vous parler, en fait il s'agit de premiers résultats. Cette étude a été réalisée avec l'Association des petites villes de France, le magazine territorial The Pro et enfin le cabinet Occurrence avec qui nous travaillons régulièrement sur des études. Cette étude portait sur des villes de 2000 à 20 000 habitants, y compris aussi des communautés de communes. Hein, donc on est toujours dans un espace en fait urbain dans lequel on a à la fois les villes et les communautés de communes. On a eu plus de 250 réponses complètes. Tout ça s'est déroulé au mois de septembre. Je vais vous donner quelques chiffres très rapidement. Après peut-être on pourra répondre à des questions en fin d'atelier. La fonction de communication aujourd'hui, elle est de plus en plus assurée et bien identifiée, comme vous l'aviez dit. Il y a des tas de communes qui, il y a quelques années, n'avaient pas, entre 10 000, 5 000, 10 000, 15 000 habitants, n'avaient pas en fait de fonction de communication, de communicants. Quand vous dites, moi je suis arrivé, il y avait une personne, mais en fait ce que vous venez de dire, ça correspond à la grande majorité, puisque 90% des communautés de communes et 85% des communes de 2 000 à 20 000 habitants ont en fait un service communication. Je passe à la diapo suivante. Donc ce service, c'est une personne pour les petites communes, souvent bien sûr on le devine, 2 ou 3 personnes quand même à 44% et plus de 3 personnes à 19%. C'est donc des effectifs réels. Alors ces effectifs travaillent sous la direction générale dans les collectivités les plus importantes, hein, c'est-à-dire les communautés de communes, on va prendre la diapo suivante. Les communautés de communes donc pour un secteur rattachement à l'administration, le rattachement à un élu, ce qui serait par exemple le maire ou le président de l'interco, voire même un élu, un conseiller municipal, un conseiller communautaire. Là, on s'adresse à des collectivités qui sont plus petites. Je passe à la diapo suivante pour vous présenter que les budgets qui sont en fait, vous imaginez, à l'échelle. C'est assez décevant d'ailleurs. Aujourd'hui, on se demande ce qu'on peut faire en réalité dans une commune, même si on est à, par exemple, 10 000, on était normalement de 2 000 à 20 000 habitants et on voit qu'on a des communes qui ont moins de 10 000 € de budget par an. Ça représente 28% et globalement, c'est les plus petites. On est d'accord. Quant à celles qui vont arriver jusqu'à 100 000 €, ce qui est un budget qui, lui, est conséquent, là, on est beaucoup plus proche des communes de 20 000 €. Voilà, je pense que c'est terminé. Est-ce qu'il y a encore une dernière diapo à présenter? Oui, une petite. Pour dire que les compétences qui sont utilisées en interne, c'est souvent, et vous venez très bien de le décrire, madame, c'est le journal. Le journal, on le fait, en fait, et ça prend du temps, et ça se fait en interne. Qu'est-ce qu'on externalise? Où est-ce qu'on va chercher des compétences extérieures? Eh bien, c'est du côté des graphistes, essentiellement, pour 60% des répondants. Pour 45%, ce sont des photographes et des vidéastes. Et dernier chiffre qui peut vous intéresser, je crois aussi, à vous, c'est les compétences en termes de développement numérique pour 30% des collectivités qui donc délèguent en externe ces compétences. Voilà. Ben, merci pour cet éclairage et cette photographie de la situation de la communication dans les petites communes. Alors, pour répondre à cette préoccupation, puisqu'on voit bien que finalement, il y a peu de différence entre les communes de grande taille et les petites communes, elles ont toute l'ambition de travailler à leur communication et de valoriser leur action locale, notamment grâce aux outils numériques. Alors, Arnaud Chevalier, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les outils actuellement disponibles pour les collectivités et pour les élus qui souhaiteraient à la fois améliorer leur communication, mais aussi œuvrer au rapprochement avec les citoyens? Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Alors évidemment, les réseaux sociaux sont des outils numériques faciles d'accès, mais on a vu qu'ils posaient un certain nombre de problèmes.
la véracité de l'information, le fait que on va dire une publication peut générer des commentaires négatifs, peut engendrer des polémiques, donc tout ça est difficilement maîtrisable, et d'autant que qui dit réseaux sociaux dit gros acteurs, et la règle du jeu, c'est pas la mairie qui la dessine, hein, c'est Facebook, c'est Twitter. Et donc, évidemment, voilà, ça engendre certains problèmes. Néanmoins, ça peut être intéressant. Autre outil sont les applications mobiles. Vous en avez parlé. Là, c'est un phénomène assez incroyable. Il y a une vraie explosion d'appropriation de la part des collectivités locales sur le sujet des applications mobiles. Aujourd'hui, vous avez une mairie sur 4 qui a une application mobile. C'est énorme. C'est énorme. En 2020, le nombre de mairies qui ont une application mobile a doublé. Et aujourd'hui, on en a une sur 4. Et évidemment, ce chiffre va progresser. Alors pourquoi ? Il y a 3 facteurs qui expliquent ce boom d'usage. Alors bien sûr, la pandémie. Nombre de maires se sont rendus compte que face à ce confinement, il était difficile d'informer, d'alerter leurs habitants. Donc les applications mobiles sont devenues évidemment une évidence. Il y a un autre facteur qui explique évidemment les explosions d'usage, c'est le fait qu'aujourd'hui le smartphone est totalement démocratisé. Je pense qu'aujourd'hui, si je demandais à l'Assemblée qui n'a pas de smartphone, il n'y aurait sans doute pas beaucoup de mains qui s'élèveraient. Aujourd'hui, c'est quasiment 85% des Français qui ont un smartphone, toutes générations confondues. Et les seniors ne font plus du tout exception, puisque dans la tranche 60-69 ans, on est quasiment à 80%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est absolument répandu. Et puis il y a un troisième facteur qui explique ce fort engouement, c'est une baisse très très forte des prix. Les applications mobiles, jusqu'à présent, pouvaient être réservées à des collectivités de taille plus ou moins grande. Aujourd'hui, c'est totalement fini, ça. Les petites communes, et vraiment toutes petites, peuvent elles aussi accéder à ce type d'outils numériques parce qu'il y a des applications, ce qu'on appelle des applications mobiles mutualisées. Par exemple, City Hall, qui est développé par Lumiplan, c'est-à-dire c'est une application éditée par une entreprise, Lumiplan, à laquelle va venir s'abonner la mairie, et pour 15-20 euros par mois. Donc c'est à la portée de tous les budgets. Et puis je rajouterais peut-être à titre personnel un quatrième facteur, c'est ce que moi j'appelle la viralité. C'est-à-dire que les mairies qui se sont lancées dans le digital avec une appli, elles sont contentes. Leurs habitants les utilisent, ça fonctionne bien. Elles s'aperçoivent qu'il y a plein de possibilités. Et elles le disent autour d'elles. Et donc du coup, ça évidemment incite d'autres mairies à franchir le pas. Donc voilà, ces 4 facteurs expliquent ce gros engouement. Mais il ne faut pas se cantonner uniquement au monde du digital. Dans les outils numériques accessibles pour une collectivité locale, vous avez aussi ce qu'on appelle les panneaux lumineux, qui sont aussi également assez intéressants. Aujourd'hui, alors ce n'est pas nouveau, ce ne sont pas des outils nouveaux. En revanche, ce qui est plus récent, c'est que les évolutions technologiques font que ces panneaux d'information qui avant étaient de simples, on va dire, supports d'information assez basiques, hein, c'était uniquement du alphanumérique et d'une seule couleur, sont devenus en fait des véritables médias de communication, voire de médias d'animation. Vous pouvez diffuser de la vidéo, c'est en couleur. Alors évidemment, ça a un impact visuel beaucoup plus fort dans la rue. On sait que 90% des habitants lisent ces panneaux. Donc évidemment, c'est quelque chose qui est très intéressant également à avoir à l'esprit. C'est un bon complément. Ce ne sont pas tout à fait les mêmes informations, mais c'est déjà capter une première information, diffuser une première information sur ce qui se passe à ce moment, relayer les activités des associations, des acteurs locaux. Et puis enfin, dernier sujet qui peut aussi être intéressant à avoir à l'esprit pour une collectivité locale, alors peut-être un peu plus intercommunalité, sont les écrans qui délivrent des informations sur la mobilité. Les écrans qui sont aux arrêts de bus, les écrans qui peuvent être dans les bus, sont des supports en fait qui peuvent être très intéressants en tant que médias locaux. Pourquoi ? Parce que les transports publics sont utilisés par beaucoup de gens.
Souvent des gens qui d'ailleurs ne sont pas ceux qui ont spontanément envie de télécharger les applications mobiles, etc., ou de s'intéresser à leur collectivité locale. Donc c'est un bon moyen aussi d'aller les toucher. Quand on regarde le nombre de gens qui prennent les transports en commun, la fréquence à laquelle ils prennent ces transports en commun et le temps qu'ils passent dans les transports en commun, on a là un média local qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est une idée, on va dire, à avoir en tête. Ça peut être un des outils pertinents numériques. Merci pour ce panorama des outils à la disposition des collectivités locales. Mais le numérique, ce n'est pas uniquement la communication. Je pense que ces outils offrent beaucoup plus de possibilités et notamment le fait de pouvoir offrir de nouveaux services aux habitants. Sylvaine Lobry, vous êtes en charge de la Smart City et de la ville intelligente à Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur les nouveaux services offerts grâce au numérique ? Oui, donc bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation. Donc nous, le développement des outils numériques au sein de la ville de Nîmes, il repose sur une logique de modernisation de l'action publique qui s'est récemment, ça s'est développé depuis plusieurs années déjà. Et plus récemment, cette logique s'est incarnée et structurée autour d'une démarche ville intelligente. Donc sans rentrer dans le détail, je vais peut-être juste vous dire un petit peu les trois piliers de cette démarche. La démarche ville connectée à Nîmes, elle est humaine, puisqu'on a une approche qui n'est pas technocentrée, mais qui vise à répondre aux attentes et aux besoins des usagers avec l'objectif de leur faciliter la vie et de leur faciliter la ville. Elle est collaborative et inclusive, puisque cette démarche, on l'a co-construite avec les agents et de plus en plus, on essaye avec les habitants. Et elle est pragmatique et frugale, puisqu'on essaye de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques qu'on a déjà déployées sur le territoire, en étant attentif aux ressources économiques, humaines, environnementales, etc. Donc notre ville connectée, elle est à ses usagers, à son territoire, et elle est connectée grâce aux outils et infrastructures numériques, mais pas seulement. Donc nous, en fait, on a développé les outils numériques avec deux objectifs. Répondre à une demande de proximité, de simplicité et de rapidité des usagers en leur proposant des prestations et des outils qui permettent une interaction avec l'administration et qui permettent de déployer des outils qui leur permettent de communiquer avec la collectivité de façon efficace, pérenne et rapide, mais aussi ces outils doivent permettre d'améliorer la qualité de travail des agents de la collectivité et donc de leur permettre de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc par exemple, les outils numériques qu'on a développés, ils servent à communiquer au sens de faire connaître, c'est vrai, mais aussi au sens de partager, mettre en relation. Et c'était notamment le travail depuis plusieurs années de la mission Relations usagers au sein de la collectivité, qui a fortement investi ce champ d'amélioration et de facilitation de la relation entre l'administration et les administrés, en dématérialisant par exemple plus d'une centaine de démarches administratives. Et plus récemment, en février 2019, on a nous aussi, comme beaucoup, sorti une application mobile de service aux usagers, à la fois pour répondre à cette demande de rapidité, d'efficacité et de réactivité des usagers, mais aussi parce que, vous le disiez tout à l'heure, on a de plus en plus d'usagers qui ont un smartphone et qui n'ont pas forcément d'ordinateur ou qui ne savent pas forcément l'utiliser correctement. Et donc cette application mobile, elle est portée conjointement par la direction numérique pour les aspects techniques et la mission ville intelligente pour les aspects fonctionnels. On lui ajoute des nouveaux services régulièrement. Ces nouveaux services, on les développe de manière très collaborative avec les métiers, les directions concernées, voire les usagers, on en parlera tout à l'heure. Et à chaque fois, on met en place des instances de test pour pouvoir apporter des ajustements avant le lancement officiel. Cette application, elle nous permet donc de mieux interagir avec nos usagers, mais elle nous pousse aussi à réfléchir à des nouveaux modes de faire de notre action publique, voire à apporter des nouvelles réponses aux demandes des usagers. Par exemple, et je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, et c'est le cas de pas mal de collectivités, on a une forte explosion de signalements de stationnement gênant ou illégal ou de dépôt d'objets d'encombrants sur la chaussée. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'y répondre de façon hyper réactive. Donc le temps qu'on réagisse, la voiture est déjà partie.
mais ça nous oblige à nous questionner. Donc on a identifié un nouveau problème public. Est-ce qu'il faut y répondre? Comment on y répond? Quels outils on va mettre en place? Et aussi, on a des usagers qui, avec la fonction signalement, nous signalent des problèmes de tranquillité publique, des fois des intrusions, des fois des nuisances sonores. Tard dans la nuit, ils n'ont plus forcément le réflexe d'appeler la police municipale. Donc là aussi, ça nous questionne sur notre façon de répondre à l'usager et quels outils on va devoir développer et comment on peut y répondre. Amélioration de l'action publique, mais aussi amélioration du lien avec les citoyens grâce à la participation citoyenne et au développement de la démocratie locale. Christopher Damba, est-ce que vous pouvez nous présenter l'action que vous avez menée à Melun grâce aux outils numériques pour rapprocher élus et citoyens? Alors exactement. Nous avons utilisé le numérique tout simplement parce que il existait déjà de nombreux moyens d'échanger avec les habitants. Je parlais tout à l'heure des instances comme les comités de quartier, les permanences du maire, les réunions publiques. Mais généralement, ce sont les mêmes personnes qui viennent à ce genre de réunions, qui ont généralement les mêmes questions. Et ça effraie même certains habitants qui se sentent pas légitimes pour aller dans ce genre de réunion et puis qui ont parfois peur de poser une question qui vont penser bête ou autre. Et donc, l'outil numérique nous a vraiment permis de toucher beaucoup plus de monde. On parlait tout à l'heure de l'application mobile. L'application mobile nous permet d'informer. Elle permet d'informer sur des événements. Je pense que tous les élus ici ont eu cette expérience de mettre en place un événement, de communiquer dans la presse locale, de communiquer partout, et de tomber le lendemain sur un habitant qui va dire je ne savais pas qu'il y avait cet événement. Et c'est catastrophique, parce qu'on a l'impression d'avoir fait le maximum, mais on a toujours des habitants qui n'étaient pas informés. Donc l'application mobile permet d'envoyer des notifications directes aux habitants. Un habitant peut savoir qu'il y a un événement dans un mois, dans 2 mois, mais recevoir une notification la veille, 2 jours, 1 semaine avant, ça permet de toujours être informé. La newsletter, c'est un outil hyper intéressant. Ça permet de relater tout ce que nous voulons faire et de compiler. Nous allons bientôt passer à l'open data. C'est également quelque chose de très intéressant pour les habitants, d'avoir ce côté transparence avec eux, d'avoir le même niveau d'information que les élus, en se disant moi aussi j'ai toutes les informations sur le budget, sur les conseils municipaux, sur tout ce qui existe sur la ville. Je suis informé. Les conseils municipaux filmés, ça aussi c'est quelque chose que nous avons lancé depuis ce mandat. Et pareil, c'est très intéressant puisqu'on a un nombre d'habitants qui ne voulaient peut-être pas forcément se déplacer, venir dans la salle du conseil, assister au conseil municipal. Y assister depuis son salon ou devant son ordinateur, c'est ce qu'il y a c'est beaucoup plus facile. Ensuite, sur le volet participation citoyenne, on s'est dit que pour que les habitants aient le sentiment vraiment de participer à la vie, qui n'aient pas le sentiment juste d'être consultés, ce qu'on disait généralement, qu'on leur demande de venir voter une fois et puis pendant 6 ans ne plus leur parler, pour qu'ils aient vraiment le sentiment de faire partie de la ville. Nous nous sommes dit que l'outil numérique va nous aider. Donc il y a les plateformes de démocratie locale qui permettent par exemple de mettre en place les budgets participatifs. Donc on va demander aux habitants de participer à un projet de quartier, un projet de ville. Il y a la concertation. Lorsqu'on est sur des grands projets de ville, c'était un engagement de campagne que nous respectons. C'est concertation avec les habitants dès que nous sommes sur une grande question. Et puis tout ce qui est les conseils municipaux des jeunes, pareil, tout cela, nous utilisons les plateformes numériques pour le faire. L'idée, c'est vraiment qu'un habitant qui n'oserait pas forcément ouvrir une porte, qui n'oserait pas forcément se déplacer,
puisse le faire de son smartphone, de son ordinateur. Et puis nous avons également une communication beaucoup plus directe. Lorsqu'on est sur un outil numérique, c'est beaucoup plus simple de communiquer avec quelqu'un. Lorsqu'on est dans une salle, il y a toujours une barrière, on n'ose pas forcément. Donc moi je suis persuadé que l'outil numérique va nous permettre de continuer à amener des habitants qui étaient peut-être complètement déconnectés, qui ne voulaient pas forcément s'impliquer. Mais je précise toujours que le numérique doit être un outil supplémentaire. Il ne doit pas remplacer tout ce qui existait avant, mais ça peut nous permettre de toucher beaucoup plus de monde. Merci. Merci pour ce témoignage. Pour compléter, Marie Martineau, vous avez fait un choix ambitieux à l'échelle de votre commune en donnant la priorité au numérique pour informer les citoyens. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été le sens de votre démarche ? Oui, alors on n'est pas parti dans le 100% numérique, mais on s'en est quand même très approché. On a supprimé complètement le magazine, aussi pour des problématiques de développement durable, parce que quand vous faites la multiplication des tonnes de papier, ça fout vite la trouille. Un gain financier, on ne va pas se le cacher aussi. Donc voilà, c'est vrai qu'on s'est rapproché du 100% numérique. Ça s'assume. Et puis la force de l'exemple, c'est-à-dire que là, en 9 mois, allez, 1 an d'application, on est rendu à plus de 1000 téléchargements de l'application, sachant qu'on n'a pas eu de touristes cet hiver. Donc c'est vraiment 1000 personnes sur notre territoire qui l'ont téléchargé, sachant qu'il y a 4500 habitants. On est quand même sur un gros carton plein, ça fait une personne par foyer, donc c'est juste énorme. Pour compléter ce que disait mon collègue, l'intérêt de l'appli, et notamment sur les notifications, quand on veut donner de l'information, c'est que les gens choisissent quelles informations ils ont envie de recevoir. S'il n'a pas envie de recevoir les informations sur les travaux parce que ça ne l'intéresse pas de savoir que la route sera coupée entre tel et tel village, eh ben, il n'a juste à ne pas cocher ces informations-là. Par contre, s'il veut tout savoir sur les animations sportives ou culturelles, eh bien, il recevra en fonction de son choix. Donc on est vraiment dans le... C'est du cousu humain, hein. C'est vraiment très affiné comme façon de communiquer. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, pour ce qui est des signalements, c'est vrai que par rapport aux réunions de quartier, voilà, les chiens font des cacas qui ne sont pas ramassés. Donc le sujet des crottes de chiens revient très souvent, le sujet des parkings revient très souvent. Et ça élude un petit peu les vraies problématiques qu'on a envie de porter. En tout cas, en tant qu'élu, on a souvent des visions, des beaux projets, des choses fédérateurs. Et c'est vrai que c'est un peu décevant de passer 1 heure à répondre sur les crottes de chiens et la gestion de tout ça. Le fait de pouvoir faire des signalements sur l'application, donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est je suis face à une situation un petit peu désagréable, je fais une photo, je l'envoie sur l'application et puis je reçois une réponse des services techniques en direct et puis c'est traité dans la semaine. Donc du coup, quand on a pu traiter ce genre de sujet grâce à l'appli, et ben quand on est en face des gens, on parle des vrais sujets structurants, ce qui est beaucoup plus intéressant pour eux comme pour nous. Voilà. Et puis... merci pour cette expérience. Oui, c'est s'il y a des gens en tout cas qui ont envie de se lancer, je vous invite vraiment à le faire parce que pour le peu, c'est vrai que les budgets sont quand même très accessibles. Vraiment, j'étais la première surprise et l'efficacité est redoutable. Et bon, voilà, vous irez voir les commerciaux, ils auront plein de choses à vous raconter sur toutes les différentes choses qu'on peut mettre dedans. Ouais. Voilà, c'est un témoignage très intéressant que la discussion peut se poursuivre après, bien sûr, la conférence. Yves, tout à l'heure, vous nous avez présenté une photographie de la communication des petites communes. Est-ce que l'on peut faire un zoom sur les outils numériques ? Oui, parce que ça va venir corroborer tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Effectivement, j'étais revenu sur cette étude que nous avons faite au mois de septembre sur les communes de 2000 à 20 000 habitants. J'ai 3 petites slides à vous présenter. Celle-ci, pour vous dire qu'en fait, la grosse différence par rapport à ce qu'on avait pu observer, notamment l'Observatoire des médias sociaux avait jugé que à peine 20% en fait, des petites communes étaient présentes sur les réseaux sociaux il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous voyez le résultat, c'est plus de 90%. Donc il y a un changement énorme. Il faut juste retenir une chose de ce que vous voyez ici, c'est que d'abord, la grande majorité des collectivités de petite taille, qu'on appelle nous les petits poussés, entre guillemets, ces collectivités ont 3 outils de communication. En fait,
il s'appuie sur 3 outils. Et ces 3 outils sont la plupart du temps un site internet, un journal et les réseaux sociaux. Alors tout le monde n'a pas fait le choix de passer en tout numérique, mais ça c'est des choses qu'on retrouve à tous les niveaux des collectivités, grandes ou petites. Il y a d'autres canaux de communication qui viennent en complément. L'affichage numérique, quand même, qui est cité à 60%, c'est important. L'affichage mobilier urbain, on va faire simple, hein, qui est là, qui est toujours là, et qui n'est pas détrôné, hein, qui est toujours présent. Les infolettres, c'est-à-dire un outil qui permet de pousser de l'information à ceux qui sont abonnés. Et puis les applis. On avait, je me souviens, publié un article au mois de juillet où on faisait état de 25% des collectivités locales qui avaient une appli. Aujourd'hui, quand on regarde les petites communes, non, c'est 33%, c'est donc un tiers. Et enfin, intranet, pardon. Je regarde juste le journal. Vous avez parlé d'un trimestriel, vous étiez en plein dedans. Oui, les petites communes ont des journaux papier et ce sont plutôt des trimestriels. Et ils les ont pas tous éliminés, les journaux. Mais bon, après, c'est une question d'organisation. Et je terminerai juste avec un point, c'est les réseaux sociaux. Oui, il faut parler de Facebook. Voilà, tout simplement. Les petites communes sont quand même très majoritairement, quasiment 100%, sur Facebook. Après, le compte Instagram, il vient derrière. YouTube, parce que quand on est sur Facebook, on met des vidéos, donc il faut bien les mettre quelque part. Quant à Twitter, LinkedIn et le reste, c'est beaucoup plus en retrait. Merci pour cet éclairage. Sylvaine Lobry, vous nous avez expliqué tout à l'heure comment les outils numériques pouvaient améliorer l'action publique. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple plus concret de la manière dont ils peuvent aussi changer le lien au sein de la cité, non seulement entre le élu et citoyen, mais même entre citoyens? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous fournir? Oui, donc cette année, la collectivité a fortement investi sur la relation entre l'administration et les parents d'élèves. Parce que notamment avec la crise sanitaire, on s'est rendu compte qu'il y avait un besoin important des parents d'élèves d'avoir une relation plus immédiate avec la direction de l'éducation notamment. Parce qu'on communiquait surtout avec eux sur des situations de crise, X cas Covid dans telle classe, problème de chauffage, etc. Donc on a développé un nouveau service dans notre application mobile qu'on a appelé la brique famille. L'objectif de cette brique, c'était de la sortir pour la rentrée scolaire de cette année, ce qu'on a fait, avec une première version qui pour l'instant est plutôt quelque chose d'un peu statique et pousser de l'information aux parents avec la possibilité de choisir son école ou sa crèche, avec les menus de la cantine ou de l'école, la composition de l'équipe pédagogique et les coordonnées, les projets d'école, projets pédagogiques d'école, les plannings des activités périscolaires, etc. Petit à petit, on souhaite le rendre plus interactif et plus dynamique, avec aussi la possibilité d'échanger plus directement avec les agents des crèches ou des écoles, avec aussi, pourquoi pas, la mise en place d'une bourse d'échange entre parents, etc. Toujours sur le volet école, on a développé un nouvel outil pour améliorer le suivi des demandes lors des conseils d'école, avec un outil qui permet de suivre quasiment en temps réel les demandes des parents au conseil d'école et le traitement par les différents agents de la collectivité. Quel agent l'a traité, pourquoi on peut y répondre, pourquoi on ne peut pas y répondre, pourquoi ça va prendre plus de temps, etc. Parce qu'effectivement, avec les outils numériques, il y a une demande d'immédiateté de la part des usagers, mais si on leur explique pourquoi ça va prendre du temps, pourquoi on ne peut pas y répondre tout de suite, ils le comprennent très très bien et se montrent aussi beaucoup plus conciliants et beaucoup plus compréhensifs, évidemment. Voilà, et juste pour terminer, on parle beaucoup d'outils numériques et effectivement ça permet d'accueillir, de toucher des nouveaux publics, etc. Mais je pense qu'il ne faut pas céder non plus au mirage du numérique. Le numérique peut rapprocher, mais il peut aussi éloigner, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier qu'on a quand même un certain nombre de publics qui sont éloignés du numérique, de moins en moins pour des questions de possession des outils, mais plus pour des questions d'usage. Et du coup, quand on développe des outils numériques, quand on a une démarche aussi, les collectivités ont cette démarche, il ne faut pas oublier la question de l'inclusion numérique qui est de plus en plus importante et la crise sanitaire nous l'a aussi montré récemment. Alors justement, vous venez d'évoquer la fracture numérique. Arnaud Chevalier, comment peut-on combiner les différents outils numériques pour finalement réduire cette fracture et se rapprocher des citoyens, être davantage dans la proximité et aussi leur adresser des messages qui les concernent plus particulièrement?
Alors là, oui, vrai sujet. La proximité, c'est en fait c'est s'adapter. C'est-à-dire que ce sont les collectivités locales qui doivent aller chercher les habitants. Alors évidemment, les applications mobiles le permettent d'envoyer des notifications, mais est-ce que l'application sera téléchargée? Donc c'est un débat. Et je dirais, en fait, aller chercher les habitants, c'est aller les chercher sur des sujets qui les intéressent. C'est-à-dire qu'il s'agit de leur communiquer ou de leur proposer des services qu'ils attendent, dont ils ont besoin, qui vont les intéresser. Ce que moi j'appellerais la proximité de connivence, finalement. Prenons un exemple ou des exemples. On peut, par exemple, communiquer sur la qualité de l'air. Ça va intéresser certaines populations. On peut communiquer sur les résultats sportifs des clubs de sport amateurs des collectivités locales. Ça va intéresser toute une frange de la population. On peut donc comme ça communiquer sur les offres d'emploi, on peut communiquer sur l'école. On voit bien qu'il y a plein de domaines qui vont quelque part être ciblés de manière pertinente sur tout un tas de populations. Mais la proximité, c'est également physique. C'est-à-dire qu'aller les chercher et communiquer par une application mobile, c'est communiquer dans les nuages, dans le cloud. Mais je crois qu'il faut aussi communiquer physiquement sur le terrain. Et là, on va avoir des dispositifs comme des panneaux lumineux dont je vous parlais tout à l'heure, qui, eux, vont aller physiquement à la rencontre des habitants dans les quartiers, dans les bus. Et tout ça, c'est vraiment très, très important. Et vous allez pouvoir, en fait, comme cela, mailler le territoire et donner des informations pertinentes par rapport à des endroits, à des moments, à des populations. Alors, certains appellent cela éditorialiser le territoire. C'est un concept très intéressant et un petit peu, on va dire, intellectuel, mais c'est vraiment ça, c'est aller écrire quelque chose physiquement pour toute une panoplie de population et de leur apporter des choses qui vont les intéresser. Alors évidemment, ça, vous vous dites, oulala, c'est super, mais comment je peux faire ça? Alors c'est là où on peut vous aider. C'est qu'on a chez Lumiplan une plateforme qui s'appelle Lumiplay, pour la citer, et qui va faire plusieurs choses. Elle va d'abord aller chercher des données qui sont les données utiles pour vos habitants, pour vos voyageurs, pour vos touristes, et qui ensuite va mettre en forme ces données automatiquement. Et puis ensuite vous permettre de les planifier et de les diffuser. Alors de les diffuser ou globalement sur l'ensemble de vos écrans pour une communication globale, ou éventuellement de faire du ciblage géographique, du ciblage temporel, du ciblage de canaux. Hein. Je dis sur une appli, pas forcément ce que je vais dire dans une newsletter ou dans une appli. Et donc cela peut se faire très facilement, et c'est à la portée de toutes les communes, quelle que soit leur taille. C'est vraiment Lumiplay, si vous voulez, c'est le chef d'orchestre entre des données, qu'elles soient récupérées de manière automatique, voire saisies manuellement, et puis tous vos écrans, vous allez pouvoir adresser en un clic. Donc c'est vraiment très intéressant. Et le message que je voudrais faire passer après vous avoir écouté, c'est que une fois que vous rentrez dans ce monde du numérique, dans ce monde du digital, ce qui est très intéressant, c'est que vous n'allez pas d'un point A à un point B, vous ne savez pas où ça va s'arrêter. C'est-à-dire que vous rentrez dans quelque chose qui est extrêmement vaste, qui va appeler des réflexions, qui va appeler des usages, qui vont être sollicités par les habitants ou que vous allez avoir à l'idée, mais que vous n'avez pas nécessairement au moment où vous décidez, par exemple, d'acquérir une application. Et le message que je voudrais faire passer, c'est pensez bien au moment où vous dites « je veux m'équiper d'une application mobile », c'est qu'en fait, vous rentrez dans quelque chose qui va vous emmener très loin en termes de contenu, de nouveaux contenus, de services, de nouveaux services, et qu'il est extrêmement important d'avoir une vision ambitieuse, une vision au long terme, même si vous démarrez de manière modeste. Et il faut penser, on va dire, global. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire j'ai un panneau par-ci, j'ai une appli par-là, et tout ça est tout à fait siloté. Non, vous avez la possibilité, peut-être demain, de tout orchestrer, pas forcément tout de suite, mais vous le ferez probablement demain. Et donc ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est le numérique. C'est pas un trajet, c'est pas je me lance dans le numérique et voilà, c'est un voyage. Vous rentrez dans quelque chose qui vous emmènera loin et vous ne savez pas jusqu'où, et c'est ça qui est aussi formidable.
Et donc voilà, ayez ça à l'esprit. C'est, je pense, le message que moi j'avais envie de vous faire passer ce matin. Ben, merci pour cette invitation au voyage alors. Et merci à chacun d'entre vous. Oui, vous voulez apporter? Oui, juste, c'est m'est revenu après, je n'y pensais plus tout à l'heure. La peur qu'on peut avoir, c'est de se retrouver un petit peu submergé par beaucoup de remontées d'infos de nos concitoyens, justement. Ouais. Et en fait, c'était un peu techniquement la trouille qu'il y avait, en tout cas chez nous, nos services techniques, de se dire, ah, mais si on se retrouve avec, je sais pas, 30 signalements par jour, on va pas être capable de s'en sortir. Et donc, il y avait un peu cette peur. Et en fait, ça s'est très bien passé. Et on se rend compte que les gens quand ils l'ont signalé une fois, ils ne le resignalent plus. Et puis, et finalement, ça se nivelle assez bien et on est vraiment capable de faire face à tous ces signalements dans l'autre sens. Voilà, donc rassurez-vous si vous aviez des craintes de ce côté-là, en tout cas. Merci pour cette précision. Merci à vous tous pour votre éclairage et pour la qualité de vos interventions. Je pense que vous avez été intéressés par tout ce qui a été dit. Nous pouvons poursuivre les échanges. Nous sommes à votre disposition pour cela. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur nos stands, en l'occurrence tout à fait à proximité. Nous sommes sur le stand D90 à votre disposition pour échanger, pour aller plus loin dans la discussion si vous avez besoin de précisions sur ce qui a été dit. Voilà, merci à vous tous et bonne fin de journée. Au revoir.